Bonjour la VOD. Alors, est-ce que cette vidéo, on aura la résolution du cliffhanger de l'épisode précédent? C'est-à-dire, quelle est l'autre solution pour faire marcher ensemble un conteneur qui contiendrait Nginx PHP et du code en commun? Ou alors, est-ce que ça sera un épisode filler en attendant une résolution dans d'autres épisodes? On va voir. Mhm. Alors, bon, pour l'instant, ça a l'air de marcher. On va voir. Donc là, c'est le rôle Nginx qui fonctionne bien, lui, qui s'installe bien. C'est pas là qu'est le problème, hein. C'est là qu'est le problème. Import Gorbor Portal Code. Je sais pas pourquoi, ça prend 3 plombes. Alors que tout est déjà là. Ah non, pas tout à fait tout encore. Ah, c'est en train de venir. Je vais regarder Ansible copie. Récursive. Very slow. Ah, you synchronize. Hey, on va utiliser synchronize. Ça marche avec Docker synchronize? On va voir. Il va faire ça. Stop. On va faire synchronize. Faut l'écrire complètement ou sync ça suffit? Il faut l'écrire complètement. Synchronize. Voilà.
Source portal. Test. On va mettre slash comme ça. Est-ce qu'on peut changer les permissions ou est-ce que les permissions sont fixes? Owner. Mode. Ah, Docker, c'est bon. Pour avoir le bon user, il va falloir faire un changement d'user. Donc, on va faire ça. Donc, pour faire un changement d'user, il faut faire comme ça. Comme c'est user Nginx en l'occurrence. Nginx. On va enlever l'owner et le groupe. Et on va aligner les bicom. Alors, est-ce que ça peut marcher sans AirSync? On va voir. Ou est-ce qu'il va falloir obligatoirement installer AirSync? AirSync must be installed. Bon, on verra. Hein. Qu'est-ce que ça donne sans? Ben, on va voir ça, hein. Récursive. On va voir ce que ça donne.
Ah, could not determine controller's name for async to send to. Ah. Ça va être compliqué ça. Ansible synchronize Docker, mais je voudrais pas installer AirSync sur le remote. Malheureusement, j'ai l'impression que j'aurai pas le choix. Bon, ce qu'on peut faire, c'est l'installer comme on installe Python 3 en préventif. Installe AirSync. Uniquement pour Portal. Voilà, et on l'enlève comme on enlève Python après. Voilà. Ça, c'est la première étape. Côté installeur, donc il faut que, ici, dans la phase de construction, j'installe AirSync. Alors, on va mettre les no recommandes et des trucs comme ça. No install recommande, voilà. Voilà. On va voir ce que ça donne cette fois. Sudo commande not found. Ah ouais. Et je tourne en route en cible. Je me rappelle plus. Où on peut rien installer sur le conteneur en cible. Ça veut dire qu'il va falloir que j'installe AirSync dans le conteneur de base. Ouais. Ok. Donc on va revenir à nos constructions de base. On va laisser ça de côté pour le moment. Et on va rajouter AirSync dans le conteneur qui contient Ansible. Ah, petit off-screen pour que je puisse chercher sans vous montrer tous les projets. On revient. Alors, ça c'est le conteneur, le projet du conteneur qui fait tourner Ansible. Et dedans, j'ai mis curl, Docker et tout ça. Pour l'instant, on compile encore malheureusement nos Python parce qu'on n'a pas de serveur de repo pip dans lesquels on peut mettre du précompilé. Mais ça viendra. Et donc, je mets AirSync ici. Je vais faire un beau fit. AirSync edit. Voilà.
Et c'est parti. Alors c'est parti. Puis les runners sont libérés. Je vais regarder quelles tronches sont les runners. Mhm. Bon, l'objectif de ce soir, vous l'avez compris, c'est essayer de construire le compteur Portal. On fera Docker Compose jeudi. Ou demain, si je suis trop impatient, je le ferai et je vous présenterai jeudi. On verra. Allez, qui c'est qui pique les runners là? Et qui devrait pas? Mhm. Je vous ai vu là. Il y a plein de projets. Comme j'ai fait une nouvelle release en Sible Environments, il y a plein de projets qui dépendent de cette release, qui ont eux aussi faut tourner leurs tests pour voir s'ils ne sont pas buggés avec cette nouvelle release. Et donc, c'est pas le moment, les gars. La priorité au stream. Voilà. Bon, pendant que ça se fait, donc, résolution du cliffhanger. On était là-dessus. Donc la première idée, c'est la suite, voilà. Donc, soit on respecte l'immutabilité, soit on respecte le principe de un processus par conteneur. Donc dans ce cas-là... Ah, c'est une flèche? Pourquoi c'est une flèche? C'est terrible. Alors la suite tout de suite, hein. Je vais juste remplacer par une... Voilà. Voilà. Hop. Hop. Donc, si on respecte le principe d'un processus par conteneur, donc en gros qu'on casse le principe de l'immutabilité, eh bien dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est deux conteneurs. On va enlever supervisor. On va faire deux conteneurs, un pour Nginx et un autre pour PHP. Et on va monter le code en volume commun de ces deux conteneurs. Tout simplement. Dans ce cas-là, on aura un processus par conteneur, parce qu'il y aura un conteneur pour Nginx et un conteneur pour PHP.
Le problème, c'est que là, du coup, on a cassé l'immutabilité entre les du conteneur. Donc, il n'y a plus de conteneur immutable. Par contre, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir en considérant l'agrégat comme étant immutable. Agrégat immutable. Grâce à un orchestrateur. Un fichier, non, ouais, une configuration d'orchestration. Configuration d'orchestration. Donc là, c'est Docker Compose, Ansible et les chartes Helm. Donc Docker Compose. Ansible. Charte Helm. Ou par exemple Terraform. Alors je connais pas le nom de l'agrégat chez Terraform, l'artefact chez Terraform. Je sais pas comment ils appellent ça, eux. Et voilà. Donc les conteneurs sont plus immutables parce que le code au sein du conteneur n'appartient pas strictement au conteneur. Et donc il peut avoir un cycle de vie différent du conteneur. Le code PHP ici, il peut avoir un cycle de vie différent de celui du conteneur. Donc il est plus immutable, le conteneur. Mais on respecte le principe de un processus par conteneur. Donc, hop, conteneur immutable, je vais faire copier-coller. Donc voilà, après c'est toute une affaire de choix en fonction de votre environnement, de l'app que vous voulez déployer, etc. Quelle est la meilleure solution? Je vais y arriver. Au passage, le monde PHP, parce que là j'ai mis PHP, ça peut être Python ou d'autres, hein. Python. Mais le monde PHP commence à se rendre compte de ce problème. Et par exemple, chez Drupal, ils ont fait en sorte que Drupal 8 et maintenant 9 puisse être headless, donc sans front, quoi, sans front-end, pour qu'il puisse utiliser un front-end qui est fait en JavaScript, en Node.js ou quoi que ce soit, qui puisse être intégré directement dans le conteneur du front-end et que le conteneur du front-end n'ait qu'un seul processus à faire tourner. Et donc en fait, le paquet PHP se comporte comme un middleware entre le front-end et le back-end. Voilà, donc ce diagramme, il sera embelli et tout pour être présent sur Instagram. Ces deux diagrammes. Voilà. Bon. Est-ce que vous êtes satisfait de la résolution de ce cliffhanger? Et ça a permis de passer le temps pendant la construction du conteneur en cible. Je réouvre pour voir un peu.
Ok, donc dans ton schéma, Nginx est l'exécuteur de ton code PHP. Le PHP n'est pas self-contained. Oui, j'y connais rien en PHP. Mais en fait, PHP comme Python ou d'autres s'exécute avec un proxy Nginx ou Apache. C'est-à-dire que dans la config d'Nginx ou Apache, tu fais appel au... Tu délègues une partie des requêtes qu'ils reçoivent au moteur PHP ou Python ou autre. Donc là, tu peux te dire, en gros, tu peux dire que tu peux déléguer un moteur qui est distant, parce que PHP ou Python peuvent très bien lire sur une requête TCP. Ok. En bon vieux mode CGI, voilà. Le problème, c'est que souvent dans tes projets, le code PHP est mélangé avec du CSS et du JavaScript et des images et des vidéos et des assets et tout ça. Et donc, il est très dur, voire quasiment impossible, de séparer le code précompilé, donc le JS tout fait, le CSS tout fait, après bien sûr être passé derrière les compilateurs éventuels de ces langages, les images et tout ça d'un côté, et le code PHP de l'autre. Et donc souvent, on se retrouve à mettre ce code en commun, accessible pour Nginx et pour PHP. Nginx va directement sur le code quand la requête qui est demandée n'a pas besoin de PHP, et sinon il délègue à PHP quand il y a besoin de PHP. Donc ça veut dire que ce code, paquet de code, est commun aux deux. Et donc c'est là qu'est le problème. Parce que quand tu fais la containerisation, il y a deux principes. Il y a le principe un processus par conteneur, et le principe d'immutabilité. C'est-à-dire que ton conteneur, une fois qu'il est créé, son code ne bouge pas de A à Z. Et si tu veux faire une mise à jour, en fait, tu remplaces le conteneur avec un conteneur plus récent. Et donc là, tu te retrouves avec un conflit entre ces deux principes. Voilà. Voilà le problème. Bon, c'en est où? Les tests sont passés, donc on va pouvoir merge en cible et l'utiliser avec AirSync. Ok, ok. Alors, attends, je vais mettre pour le deuxième que là, bon, je pense que tu avais compris que c'était des points de montage, des volumes en gros. Volume conteneur. Montage. Volume. Montage, volume. Ici aussi. Voilà. Et donc sur la doc de Docker, par exemple, ils donnent, effectivement, ils parlent un peu de ça, et ils disent utilisez Supervisor si vous avez vraiment besoin d'avoir un conteneur avec plusieurs process. Et ils donnent le cas Apache PHP, je crois qu'ils donnent. Ouais, Apache PHP, je crois. Alors, est-ce que ça fait... Allez, voilà, un bon fit, ouais, fit AirSync added. Bon. Donc on va attendre que le conteneur soit construit, et puis après on va pouvoir relancer notre construction de GoHarbor, de portal. Donc ça, on n'en a pas besoin. Ouh, t'as écrit un pavé, MCFA. Alors, yep, concept quelque peu différent de nos utilisations. Nous, soit c'est un conteneur embarquant Windows complet, oula, pour les vieux modèles en .NET anciens, et donc tu n'as pas le choix, soit self-contained avec le serveur web inclus dans l'application conteneurisée serait plus récent. Ok. Ok. Donc en gros, vous, c'est plutôt le premier choix qui est celui-là.
où en fait, vous cassez la règle du processus par conteneur, mais vous essayez de respecter l'immutabilité. Sur les anciens modèles, oui, parce que le processus serveur web est inclus dans l'OS. Ok. Bon. Containeriser du Windows, c'est la première fois que j'entends ça, je t'avoue. Je savais même pas qu'on pouvait containeriser du Windows. Mais c'est basé sur du conteneur, sur du Docker. Et sur les plus récents, c'est ton programme qui inclut service web. Ah oui, ça c'est les 13 principles ou 15 principles. Ça se fait très bien avec, par exemple en Ruby, c'est Puma. Oui, ça c'est bien ça. C'est bien, mais en général, ça fait beaucoup moins de paramètres et de configurations possibles sur ton service web. C'est pour ça qu'en général, il faut mettre un front-end devant qui soit Nginx ou Apache. Conteneur Docker Windows sur du Windows, oui. C'est pas aussi pourri que ça a l'air comme ça en parlant. Bon, d'accord. Bon, t'arriveras pas à me le vendre, mais si tu le dis. Gemstash, par exemple, l'outil que je vais essayer de débugger samedi, on l'a avec Puma. Tout à fait, Nginx pour nous, c'est un load balancer. Ok. Donc Gemstash, on l'a avec Puma qui délivre le service web. Sauf que Puma, il y a beaucoup moins de paramètres que dans Nginx, par exemple. Toutes les Content Security Policies que vous avez vues, Diffie-Hellman et tout. Je suis même pas sûr que Diffie-Hellman, ça soit possible dans Puma. Je sais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre un front-end devant, quoi. Oui, je confirme, sans un ingress via Nginx, tout tombe un peu à l'eau. Ouais. Mais même avant d'aller sur l'ingress, je pense qu'en proxy direct, c'est déjà pas mal, Nginx. Histoire que le plus rapidement, le plus proche de ton app, tu puisses mettre Diffie-Hellman, tu puisses mettre un certain nombre de choses qui ne sont pas configurables directement sur Puma, quoi. Je sais pas si maintenant on peut faire des serveurs web en pur PHP. Pure PHP Web Server. Serveur web interne. Apparemment, on peut. Développement des applications, il peut également être utile pour les tests et pour la démonstration des applications qui sont exécutées dans un environnement contrôlé. Mais par contre, il n'a pas été conçu pour être un serveur web complet. Aussi, il ne devrait pas être utilisé dans le réseau public. Ok. C'est un peu con. Bon, lui, il a fait ses petits gists pour son serveur web à lui.
Ah, il y a un site qui s'appelle PHP The Right Way. Ah oui, c'est tous les outils intéressants pour PHP. Ouais, j'étais allé il y a longtemps, je le maniais il y a longtemps ce site. Built-in web server. Bon. On s'égare, on s'égare. Même concept que nous, les conteneurs applicatifs, sont juste ça. L'application qui tourne, on laisse la complexité de la gestion de l'archi à une couche inférieure ou supérieure pour faire au maximum un separation of concern. Ouais, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'avec PHP, c'est un peu compliqué de faire ça, tu vois. Mais oui. Oui, c'est les 12 principles, 13 principles, je me rappelle plus du nombre. 12 principles of software development. 12 factor app, voilà, 12 factor. Les 12 factors. Je le voudrais en English. Alors. Ah, c'est ça, le principe qui manie le truc, c'est ça. Bon, je me sers aussi pour mon infra. Hein. Ah, c'est bien ça. Voilà. 12 factor. Bon, voilà, mais c'est des principes que je respecte pour le développement de mon infra. J'avais juste oublié le nombre de principes. Je ne me rappelais plus si c'était 13, 15... Mais merci, c'est fort. Oui, j'essaye de respecter ces principes-là. Ouais. Alors. Ah, de ce que tu comprends, c'est peut-être pas pareil. Il faut vraiment que je travaille ma doc. Mais le jour où ça sera public, accessible publiquement, on aura une doc travaillée et donc ça sera plus facile à appréhender. Parce que là, effectivement, tu l'appréhendes uniquement par le prisme de moi travaillant dessus. Et moi, ça fait quand même quelques mois que je suis dessus, donc peut-être que j'explique pas assez ce que je code et tout, parce que je le maîtrise, quoi. Ouais, c'est une infrastructure, c'est une 12 factor infrastructure, quoi. C'est clair que c'est pas pour débutants. Ça, j'ai malheureusement compris, ouais. Malheureusement. Non, mais... Si je dis malheureusement parce que, tu sais, j'ai commencé... Ah, ça va être l'instant histoire un peu. J'ai commencé à faire des vidéos en 2018 sur YouTube. Et j'essayais de faire de la vulgarisation, c'est-à-dire des... Alors, la première vidéo, c'était de la cryptographie. Donc, j'essayais de faire de la vulgarisation en cryptographie.
Et malgré ça, j'arrivais pas à être assez clair. Alors certains me disaient si on comprend très bien, d'autres non. Pas forcément du milieu. En plus, il y avait des gens qui n'étaient pas du milieu qui comprenaient très bien, et des gens du milieu qui disaient que c'était incompréhensible au grand public ce que je faisais. Et je trouvais pas que ça soit. Pour moi, j'y trouvais pas mon compte quoi dans le truc. Je trouvais pas. Je me frustrais. Je me frustrais. Et donc là, depuis octobre, donc j'ai arrêté petit à petit ce genre de vidéos. Si tu veux les voir, elles sont sur une chaîne qui s'appelle Kookati sur YouTube. Kookati. Et petit à petit, je me suis concentré donc sur du code, sur la production de la nouvelle version de notre infrastructure. Et je me suis décidé, déjà à partir d'août, à streamer ça. Et j'ai commencé à streamer en octobre ça. Et je fais mon contenu comme ça. Et là, j'y trouve plus mon compte. Là, C'est très cool d'avoir des streams un peu plus poussés et qui ne soient pas de dev de jeu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en DevOps, il y a guère que moi. J'en connais 2-3 autres qui streament de temps en temps, mais c'est une fois par mois. C'est 5 minutes et c'est la présentation d'une nouvelle feature de GitLab en général. Donc c'est pas vraiment du DevOps quoi. C'est pas vraiment les principes, le code, la création du code en live et tout ça quoi. Bah de toute façon, ça doit se voir que je trouve ça cool, je suis souvent là. Bah ouais. Et ça me fait plaisir, c'est fort, merci. Bon allez, on finit avec Ansible. On redéploie, enfin, on retente la construction du conteneur Portal et on boucle pour ce soir. Alors tu vois, MC4, j'ai encore des trucs à améliorer. Par exemple, on a un serveur Discord et je sais pas trop encore quel type de contenu je pourrais mettre dedans. Parce que ce que je voudrais, c'est pas trop m'éparpiller. Parce que ça me prend beaucoup de temps de faire ce genre de choses. Le faire en stream, ça permet de pouvoir continuer à coder et en même temps faire un stream. Et si je commence à m'éparpiller, à faire du contenu spécifique à Discord et tout ça, je pense que je vais galérer plus sur le code là. Et donc, il faut que je trouve un moyen de faire vivre le serveur Discord, parce qu'il est quand même pas très vivant là, actuellement. Parce que j'aime bien l'idée qu'en dehors des streams, ça continue quand même un peu, quoi, qu'il y ait des discussions, des choses comme ça. Plus loin dans la progression du projet, ça devrait pouvoir. Par exemple, par des cas d'utilisation. Ouais, je pense, ouais. Je pense que déjà, première grosse étape, quand on aura migré le code dans notre forge logicielle et qu'on aura vraiment publié la forge logicielle, là, il y aura beaucoup de nouvelles choses qui pourront se créer. Ouais.
Là, c'est un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas en train de faire la solution de pouvoir participer. Ouais. Ouais. Mais vraiment, je veux le... Alors déjà, il faut que je discute avec le reste de l'équipe sur une bonne licence. Parce que l'idée, c'est... On veut open sourcer, mais en même temps, on veut pouvoir gagner notre vie avec ça. Et donc, il y a toujours un entre-deux en se disant, si on open source, il y a plein de gens qui vont l'utiliser sans nous donner un copec. Donc, voilà, il y a un travail à faire là-dessus, sur comment on organise ça, quoi. Et à partir de là, après, quand on aura résolu ça, qu'on aura donc publié notre code et tout, il y aura des portes qui s'ouvriront, il y aura des trucs qui se feront. Ouais. Bon, alors je m'égare. Le conteneur en cible, c'est bon. Du coup, on va reconstruire Portal. C'est parti. Mais c'est toujours le problème du monde open source, c'est comment arriver à balancer entre le fait qu'on veuille montrer notre code, le publier, qu'il puisse être utilisé, et qu'en même temps, il y a plein de monde qui l'utilise, qui se font du blé avec, en l'intégrant dans leur service et tout, et qui répercute absolument rien chez nous, quoi. Et donc c'est toujours le perpétuel questionnement. Alors j'ai vu un nouveau modèle qui est en train de se créer en Allemagne de distribution open source qui s'appelle le licence Fair Play, un truc comme ça, qui en gros consiste à dire que vous pouvez utiliser le code tant que vous voulez, mais à partir du moment où vous voulez gagner des sous avec, alors vous pouvez même l'utiliser à l'intérieur de votre entreprise, mais à partir du moment où vous voulez gagner des sous avec, là c'est plus considéré comme du code open source. Vous devez contracter une licence avec ceux qui ont produit le code, avec ceux qui maintiennent le code. Je pense que c'est pas mal. C'est-à-dire à partir du moment où on l'intègre dans un service où les gens payent pour utiliser le service qui contient donc ce code, je pense que c'est effectivement plutôt pas mal qu'il y ait une petite portion du prix que les gens ont payé qui revienne sur les auteurs originaux du code. Peut-être. Ouais. Alors, je plaide coupable aussi pour l'utilisation sans rétribution, mais c'est pour des trucs développés par des gros. Angular, React, ce genre de choses. Ouais, oui. Alors, could not determine controller hostname for a thing to send to. Ça me paraît compliqué cette synchro là. Dans tous les autres cas, on essaye de trouver comment financer ou au moins participer au projet en retour. Oui, bien sûr, non, mais il y a plein d'entreprises qui ont des stratégies open source. Mais voilà, du coup, il faut réfléchir à une licence, comment on organise et tout. Et de toute façon, pour le moment, le code étant pas stable, ça sert un peu à rien. Alors... Synchronize. C'est le problème de Delegate 2 avec Synchronize. Comment on peut lui dire qu'il faudrait qu'il sync dans le conteneur? Eh ben, encore une fois, si tu es exigeant et que tu veux que ton code fonctionne aussi. Je veux pas livrer en open source au monde un code qui fonctionne pas.
Parce que je sais qu'il y a des gens qui l'utiliseront, le code qui fonctionne pas. Et je veux pas être responsable de leur déboire. Alors... C'est quoi la différence entre ces deux-là? Parce que là, ça synchronise directement tout sur le remote host entre deux répertoires présents sur le remote. Et là, ça synchronise une source delegate to delegate host. Là, c'est l'inverse. Ça synchronise une source sur l'autre délégué d'une destination qui est locale. Ok. Tu sais quoi, MC Fort? Je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. Je vais y réfléchir en dormant, en prenant un petit café. Et ce matin, demain, j'aurai la bonne solution. Mais là, pour ce soir, prépare ton stream, hein, commence ton stream, parce que je vais rendre l'antenne. Et donc, la VOD, la suite au prochain épisode. Donc, prochain épisode, ça sera l'épisode de jeudi, parce que prochaine séance, c'est jeudi à 17h30, où on essaye donc d'avoir un conteneur Portal GoArbor qui se construit, et puis après on fait le Docker Compose, et après on fait les tests pour GoArbor. Donc, je vous souhaite une bonne suite.